Son Excellence Eugène Rougon de Émile Zola. Chapitre 1. Le président était encore debout, au milieu du léger tumulte que son entrée venait de produire. Il s'assit, en disant à demi-voix, négligemment « La séance est ouverte ». Et il classa les projets de loi placés devant lui sur le bureau. À sa gauche, un secrétaire, myope, le nez sur le papier, lisait le procès-verbal de la dernière séance, d'un balbutiement rapide que pas un député n'écoutait. Dans le brouhaha de la salle, cette lecture n'arrivait qu'aux oreilles des huissiers, très dignes, très corrects, en face des poses abandonnées des membres de la Chambre. Il n'y avait pas 100 députés présents. Les uns se renversaient à demi sur les banquettes de velours rouge, les yeux vagues, sommeillant déjà. D'autres, pliés au bord de leur pupitre, comme sous l'ennui de cette corvée d'une séance publique, battaient doucement l'acajou du bout de leurs doigts. Par la baie vitrée qui taillait dans le ciel une demi-lune grise, tout le pluvieux après-midi de mai entrait, tombant d'aplomb, éclairant régulièrement la sévérité pompeuse de la salle. La lumière descendait les gradins en une large nappe rougie, d'un éclat sombre, allumée çà et là d'un reflet rose aux encoignures des bancs vides, tandis que, derrière le président, la nudité des statues et des sculptures arrêtait des pans de clarté blanche. Un député, au troisième banc, à droite, était resté debout, dans les trois passages. Il frottait de la main son rude collier de barbe grisonnante, l'air préoccupé. Et, comme un huissier montait, il l'arrêta et lui adressa une question à demi-voix. « Non, monsieur Kahn, répondit l'huissier. Monsieur le président du Conseil d'État n'est pas encore arrivé. Alors, monsieur Kahn s'assit. Puis, se tournant brusquement vers son voisin de gauche, « Dites donc, Béjoin, demanda-t-il, est-ce que vous avez vu Rougon ce matin ?» Monsieur Béjoin, un petit homme maigre, noir, de mine silencieuse, leva la tête, les paupières battantes, la tête ailleurs. Il avait tiré la planchette de son pupitre. Il faisait sa correspondance sur du papier bleu à en-tête commerciale portant ces mots « Béjoin Essy, cristallerie de Saint-Florent ». « Rougon » répéta-t-il. « Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de passer au Conseil d'État. » Et il se remit posément à sa besogne. Il consultait un carnet. Il écrivait sa deuxième lettre sous le bourdonnement confus du secrétaire qui achevait la lecture du procès-verbal. Monsieur Kahn se renversa, les bras croisés. Sa figure, aux traits forts, dont le grand nez bien fait trahissait une origine juive, restait maussade. Il regarda les rosaces d'or du plafond, s'arrêta au ruissellement d'une averse qui crevait en ce moment sur les vitres de la baie. Puis, les yeux perdus, il parut examiner attentivement l'ornementation compliquée du grand mur qu'il avait en face de lui. Au debout, il fut retenu un instant par les panneaux tendus de velours vert, chargés d'attributs et d'encadrements dorés. Puis, après avoir mesuré d'un regard les paires de colonnes, entre lesquelles les statues allégoriques de la liberté et de l'ordre public mettaient leurs faces de marbre aux prunelles vides, il finit par s'absorber dans le spectacle du rideau de soie verte qui cachait la fresque représentant Louis-Philippe prêtant serment à la charte. Cependant, le secrétaire s'était assis. Le brouhaha continuait dans la salle. Le président, sans se presser, feuilletait toujours des papiers. Il appuya machinalement la main sur la pédale de la sonnette, dont la grosse sonnerie ne dérangea pas une seule des conversations particulières. Et, debout au milieu du bruit, il resta là un moment, à attendre. « Messieurs, commença-t-il, j'ai reçu une lettre. » Il s'interrompit pour donner un nouveau coup de sonnette, attendant encore, dominant de sa figure grave et ennuyée le bureau monumental qui étageait au-dessous de lui ses panneaux de marbre rouge encadrés de marbre blanc. Sa redingote boutonnée se détachait sur le bas-relief placé derrière le bureau, où elle coupait d'une ligne noire les péplums de l'agriculture et de l'industrie
aux profils antiques. « Messieurs, reprit-il, lorsqu'il eut obtenu un peu de silence, j'ai reçu une lettre de M. de Lamberton, dans laquelle il s'excuse de ne pouvoir assister à la séance d'aujourd'hui. » Il y eut un léger rire sur un banc, le 6e en face du bureau. C'était un député tout jeune, 28 ans au plus, blond et adorable, qui étouffait dans ses mains blanches une gaieté de jolie femme. Un de ses collègues, énorme, se rapprocha de 3 places pour lui demander à l'oreille. « Est-ce que Lamberton a vraiment trouvé sa femme ? Contez-moi donc ça, la rouquette. » Le président avait pris une poignée de papier. Il parlait d'une voix monotone. Des lambeaux de phrases arrivaient jusqu'au fond de la salle. « Il y a des demandes de congé. Monsieur Blachet, Monsieur Buquin-le-Comte, Monsieur de la Villardière. » Et, pendant que la chambre consultée accordait les congés, Monsieur Kahn, las sans doute de considérer la soif verte tendue devant l'image séditieuse de Louis-Philippe, s'était tourné à demi pour regarder les tribunes. Au-dessus du soubassement de marbre jaune veiné de lac, un seul rang de tribunes mettait, d'une colonne à l'autre, des bouts de rampe de velours amarante, tandis que, tout en haut, un lambrequin de cuir gaufré n'arrivait pas à dissimuler le vide laissé par la suppression du second rang, réservé aux journalistes et au public, avant l'Empire. Entre les grosses colonnes jaunies, développant leurs pompes un peu lourdes autour de l'hémicycle, les étroites loges s'enfonçaient, pleines d'ombre, presque vides, égayées par 3 ou 4 toilettes claires de femmes. « Tiens, le colonel Joblin est venu, » murmura M. Kahn. Il sourit au colonel, qui l'avait aperçu. Le colonel Joblin portait la redingote bleu foncé qu'il avait adoptée comme uniforme civil depuis sa retraite. Il était tout seul dans la tribune des questeurs, avec sa rosette d'officier, si grande qu'elle semblait le nœud d'un foulard. Plus loin, à gauche, les yeux de M. Kahn venaient de se fixer sur un jeune homme et une jeune femme, serrés tendrement l'un contre l'autre, dans un coin de la tribune du Conseil d'État. Le jeune homme se penchait à tout moment, parlait dans le cou de la jeune femme, qui souriait d'un air doux, sans le regarder, les yeux fixés sur la figure allégorique de l'ordre public. « Dites donc, Béjoin, » murmura le député en poussant son collègue du genou. M. Béjoin était à sa 5e lettre. Il leva la tête, effaré. « Là-haut, tenez, vous ne voyez pas le petit d'Escorail et la jolie Madame Bouchard ? Je parie qu'il lui pince les hanches. Elle a des yeux mourants. Tous les amis de Rougon se sont donc donné rendez-vous. Il y a encore là, dans la tribune du public, Madame Correur et le ménage Charbonnel. » Un coup de sonnette plus prolongé retentit. Un huissier lança d'une belle voix de basse « Silence, messieurs !» On écouta, et le président dit cette phrase dont pas un mot ne fut perdu. Monsieur Kahn demande l'autorisation de faire imprimer le discours qu'il a prononcé dans la discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'une taxe municipale sur les voitures et les chevaux circulant dans Paris. Un murmure courut sur les bancs et les conversations reprirent. Monsieur Larouquette était venu s'asseoir près de Monsieur Kahn. « Vous travaillez donc pour les populations, vous ?» lui dit-il en plaisantant. Puis, sans le laisser répondre, il ajouta « Vous n'avez pas vu Rougon ? Vous n'avez rien appris ? Tout le monde parle de la chose. Il paraît qu'il n'y a encore rien de certain. » Il se tourna, il regarda l'horloge. « Déjà 2h20 ? C'est moi qui filerais s'il n'y avait pas la lecture de ce diable de rapport. Est-ce vraiment pour aujourd'hui ? » « On nous a tous prévenus, » répondit M. Kahn. « Je n'ai pas entendu dire qu'il y eut contre-ordre. Vous ferez bien de rester. On votera les 400 000 francs du baptême tout de suite. »« Sans doute, » reprit M. Larouquette. Le vieux général Legrain, qui se trouve en ce moment perclus des 2 jambes, s'est fait apporter par son domestique. Il est dans la salle des conférences à attendre le vote. L'empereur a raison de compter sur le dévouement du corps législatif tout entier. Pas une de nos voix ne doit lui manquer dans cette occasion solennelle. Le jeune député avait fait un grand effort pour se donner la mine sérieuse d'un homme politique.
Sa figure poupine, égayée de quelques poils blonds, se rengorgeait sur sa cravate avec un léger balancement. Il parut goûter un instant les 2 dernières phrases d'orateur qu'il avait trouvées. Puis, brusquement, il partit d'un éclat de rire. « Mon Dieu, dit-il, que ces Charbonnel ont une bonne tête !» Alors, M. Kahn et lui plaisantèrent aux dépens des Charbonnel. La femme avait un châle jaune extravagant, le mari portait une de ces redingotes de province qui semblent taillées à coups de hache, et tous deux, larges, rouges, écrasés, appuyaient presque le menton sur le velours de la rampe pour mieux suivre la séance à laquelle leurs yeux écarquillés ne paraissaient rien comprendre. « Si Rougon saute, murmura M. Larouquette, je ne donne pas de sou du procès des Charbonnel. C'est comme Madame Coureur. » Il se pencha à l'oreille de M. Kahn et continua très bas. « En somme, vous qui connaissez Rougon, dites-moi au juste ce que c'est que Madame Coureur. Elle a tenu un hôtel, n'est-ce pas? Autrefois, elle logeait Rougon. On raconte même qu'elle lui prêtait de l'argent. Et maintenant, quel métier fait-elle ?» M. Kahn était devenu très grave. Il frottait son collier de barbe d'une main lente. « Madame Coureur est une dame fort respectable, dit-il nettement. » Ce mot coupa court à la curiosité de M. Larouquette. Il pinça les lèvres, de l'air d'un écolier qui vient de recevoir une leçon. Tous deux regardèrent un instant en silence Madame Coureur, assise près des Charbonnel. Elle avait une robe de soie mauve, très voyante, avec beaucoup de dentelles et de bijoux. La face trop rose, le front couvert de petits frisons de poupée blonde, elle montrait son cou gras, encore très beau, malgré ses 48 ans. Mais, au fond de la salle, il y eut tout d'un coup un bruit de porte, un tapage de jupe qui fit tourner les têtes. Une grande fille, d'une admirable beauté, mise très étrangement, avec une robe de satin vert d'eau mal faite, venait d'entrer dans la loge du corps diplomatique, suivie d'une dame âgée, vêtue de noir. « Tiens, la belle Chlorinde !» murmura M. Larouquette, qui se leva pour saluer à tout hasard. M. Kahn s'était levé également. Il se pencha vers M. Béjoin, occupé à mettre ses lettres sous enveloppe. « Dites donc, Béjoin, murmura-t-il, la comtesse Balby et sa fille sont là. Je monte leur demander si elles n'ont pas vu Rougon. » Au bureau, le président avait pris une nouvelle poignée de papier. Il donna, sans cesser de lire, un regard à la belle Chlorinde Balby, dont l'arrivée soulevait un chuchotement dans la salle. Et, tout en passant les feuilles une à un secrétaire, il disait sans point ni virgule, d'une façon interminable, « Présentation d'un projet de loi tendant à proroger la perception d'une surtaxe à l'octroi de la ville de Lille. Présentation d'un projet de loi relatif à la réunion en une seule commune, des communes de Doulevant-le-Petit et de Ville-en-Blésois, Haute-Marne. » Quand M. Kahn redescendit, il était désolé. « Décidément, personne ne l'a vu, dit-il, à ses collègues Béjoin et Larouquette, qu'il rencontra au bas de l'hémicycle. On m'a assuré que l'empereur l'avait fait demander hier soir, mais j'ignore ce qu'il est résulté de l'entretien. Rien n'est ennuyeux comme de ne pas savoir à quoi s'en tenir. » M. Larouquette, pendant qu'il tournait le dos, murmura à l'oreille de M. Béjoin. « Ce pauvre Kahn a joliment peur que Rougon ne se fâche avec les Tuileries. Il pourrait courir après son chemin de fer. » Alors M. Béjoin, qui parlait peu, lâcha gravement cette phrase. « Le jour où Rougon quittera le Conseil d'État, ce sera une perte pour tout le monde. » Et il appela du geste un huissier pour le prier d'aller jeter à la boîte les lettres qu'il venait d'écrire. Les 3 députés restèrent au pied du bureau, à gauche. Ils causèrent prudemment de la disgrâce qui menaçait Rougon. C'était une histoire compliquée. Un parent, éloigné de l'impératrice, un sieur Rodriguez, réclamait au gouvernement français une somme de 2 millions depuis 1808. Pendant la guerre d'Espagne, Sir Rodriguez, qui était armateur, eut un navire chargé de sucre et de café capturé dans le golfe de Gascogne et mené à Brest par une de nos frégates, la Vigilante. À la suite de l'instruction que fit la commission locale, l'officier d'administration conclut à la validité de la capture sans en référer au Conseil des prises. Cependant, le sieur Rodriguez
s'était empressé de se pourvoir au Conseil d'État. Puis il était mort, et son fils, sous tous les gouvernements, avait tenté vainement d'évoquer l'affaire, jusqu'au jour où un mot de son arrière-petite-cousine, devenue toute puissante, finit par faire mettre le procès au rôle. Au-dessus de leur tête, les 3 députés entendaient la voix monotone du président qui continuait. Présentation d'un projet de loi autorisant le département du Calvados à ouvrir un emprunt de 300 000 francs. Présentation d'un projet de loi autorisant la ville d'Amiens à ouvrir un emprunt de 200 000 francs pour la création de nouvelles promenades. Présentation d'un projet de loi autorisant le département des Côtes-du-Nord à ouvrir un emprunt de 345 000 francs destiné à couvrir les déficits des 5 dernières années. La vérité est, dit M. Kahn en baissant encore la voix, que le Rodriguez en question avait eu une invention fort ingénieuse. Il possédait, avec un de ses gendres, fixé à New York, des navires jumeaux voyageant à volonté sous le pavillon américain ou sous le pavillon espagnol, selon les dangers de la traversée. Rougon m'a affirmé que le navire capturé était bien à lui, et qu'il n'y avait aucunement lieu de faire droit à ses réclamations. D'autant plus, ajouta M. Béjoin, que la procédure est inattaquable. L'officier d'administration de Brest avait parfaitement le droit de conclure à la validation, selon la coutume du port, sans en référer au conseil des prises. Il y eut un silence. M. Larouquette, adossé contre le soubassement de marbre, levait le nez, tâchait de fixer l'attention de la belle Clorinde. « Mais, demanda-t-il naïvement, pourquoi Rougon ne veut-il pas qu'on rende les 2 millions au Rodriguez ? Qu'est-ce que ça lui fait ?» « Il y a là une question de conscience, » dit gravement M. Kahn. M. Larouquette regarda ses 2 collègues l'un après l'autre, mais, les voyant solennels, il ne sourit même pas. Puis, continua M. Kahn, comme répondant aux choses qu'il ne disait pas tout haut, Rougon a des ennuis, depuis que Marcy est ministre de l'Intérieur. Ils n'ont jamais pu se souffrir. Rougon me disait que, sans son attachement à l'empereur, auquel il a déjà rendu tant de services, il serait depuis longtemps rentré dans la vie privée. Enfin, il n'est plus bien aux Tuileries, il sent la nécessité de faire peau neuve. « Il agit en honnête homme, » répéta M. Béjoin. « Oui, dit M. Larouquette d'un air fin, s'il veut se retirer, l'occasion est bonne. N'importe, ses amis seront désolés. Voyez donc le colonel, là-haut, avec sa mine inquiète, lui qui comptait si bien s'attacher son ruban rouge au cou le 15 août prochain, et la jolie Madame Bouchard, qui avait juré que le digne M. Bouchard serait chef de division à l'intérieur avant 6 mois. Le petit d'Escorail, l'enfant gâté de Rougon, devait mettre la nomination sous la serviette de M. Bouchard, le jour de la fête de Madame. Tiens, où sont-ils donc, le petit d'Escorail et la jolie Madame Bouchard ? Ces messieurs les cherchèrent. Enfin, ils les découvrirent au fond de la tribune, dont ils occupaient le premier banc à l'ouverture de la séance. Ils s'étaient réfugiés là, dans l'ombre, derrière un vieux monsieur chauve. Et ils restaient bien tranquilles, tous les 2, très rouges. À ce moment, le président achevait sa lecture. Il jeta ces derniers mots d'une voix un peu tombée, qui s'embarrassait dans la rudesse barbare de la phrase. Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'autoriser l'élévation du taux d'intérêt d'un emprunt autorisé par la loi du 9 juin 1853 et une imposition extraordinaire par le département de la Manche. M. Kahn venait de courir à la rencontre d'un député qui entrait dans la salle. Il l'amena en disant « Voici M. de Comblaud. Il va nous donner des nouvelles. » M. de Comblaud, un chambellan que le département des Landes avait nommé député sur un désir formel exprimé par l'empereur, s'inclina d'un air discret en attendant qu'on le questionnât. C'était un grand bel homme, très blanc de peau, avec une barbe d'un noir d'encre qui lui valait de vifs succès parmi les femmes. « Eh bien, interrogea M. Kahn, qu'est-ce qu'on dit au château ? Qu'est-ce que l'empereur a décidé ?»« Mon Dieu, répondit M. de Comblaud en grasseyant, on dit bien des choses. L'empereur a la plus grande amitié pour M. le président du Conseil d'État. Il est certain que l'entrevue a été très amicale. Oui, elle a été très amicale. » Et il s'arrêta après avoir pesé le mot pour savoir s'il ne s'était pas trop avancé. « Alors,
La démission est retirée, reprit M. Kahn, dont les yeux brillèrent. Je n'ai pas dit cela, reprit le chambellan, très inquiet. Je ne sais rien. Vous comprenez, ma situation est particulière. Il n'acheva pas. Il se contenta de sourire et se hâta de monter à son banc. M. Kahn haussa les épaules et, s'adressant à M. Larouquette, « Mais j'y songe, vous devriez être au courant, vous. Madame de Lorentz, votre sœur, ne vous raconte donc rien ?»« Oh, ma sœur est plus muette encore que M. de Comblaut, » dit le jeune député en riant. « Depuis qu'elle est dame du palais, elle a une gravité de ministre. Pourtant, hier, elle m'assurait que la démission serait acceptée. À ce propos, une bonne histoire. On a envoyé, paraît-il, une dame pour fléchir Rougon. Vous ne savez pas ce qu'il a fait, Rougon ? Il a mis la dame à la porte. Notez qu'elle était délicieuse. « Rougon est chaste, » déclara solennellement M. Béjoin. M. Larouquette fut pris d'un fou rire. Il protestait. Il aurait cité des faits s'il avait voulu. « Ainsi, murmura-t-il, Madame Correur. »« Jamais, dit M. Kahn, vous ne connaissez pas cette histoire. »« Eh bien, la belle Chlorinde, alors. Allons donc, Rougon est trop fort pour s'oublier avec cette grande diablesse de fille. » Et ces messieurs se rapprochèrent, s'enfonçant dans une conversation risquée, à mots très crus. Ils dirent les anecdotes qui circulaient sur ces deux Italiennes, la mère et la fille, moitié aventurières et moitié grandes dames, qu'on rencontrait partout, au milieu de toutes les cohues, chez les ministres, dans les avant-scènes des petits théâtres, sur les plages à la mode, au fond des auberges perdues. La mère, assurait-on, sortait d'un lit royal. La fille, avec une ignorance de nos conventions françaises qui faisait d'elle une grande diablesse, originale et fort mal élevée, crevait des chevaux à la course, montrait ses bas sales et ses bottines éculées sur les trottoirs les jours de pluie, cherchait un mari avec des sourires hardis de femme faite. M. Larouquette raconta que, chez le chevalier Rusconi, le légat d'Italie, elle était arrivée, un soir de bal, en Diane chasseresse, si nue qu'elle avait failli être demandée en mariage le lendemain par le vieux monsieur de Nougared, un sénateur très friand. Et, pendant cette histoire, les trois députés jetaient des regards sur la belle Chlorinde, qui, malgré le règlement, regardait les membres de la Chambre les uns après les autres, à l'aide d'une grosse jumelle de théâtre. « Non, non, » répéta M. Kahn, « jamais Rougon ne serait assez fou. Il l'a dit très intelligente, et il la nomme en riant Mademoiselle Machiavel. Elle l'amuse, voilà tout. » N'importe, conclut M. Béjoin, Rougon a tort de ne pas se marier. Ça assoit un homme. Alors, tous trois tombèrent d'accord sur la femme qu'il faudrait à Rougon. Une femme d'un certain âge, 35 ans au moins, riche, et qui tint sa maison sur un pied de haute honnêteté. Cependant, le brouhaha grandissait. Ils s'oubliaient à ce point dans leurs anecdotes scabreuses qu'ils ne s'apercevaient plus de ce qui se passait autour d'eux. Au loin, au fond des couloirs, on entendait la voix perdue des huissiers qui criaient « En séance, messieurs, en séance !» Et des députés arrivaient de tous les côtés, par les portes d'acajou massif, ouvertes à deux battants, montrant les étoiles d'or de leurs panneaux. La salle, jusque-là à moitié vide, s'emplissait peu à peu. Les petits groupes causant d'un air d'ennui d'un banc à l'autre, les dormeurs étouffant leurs bâillements, étaient noyés dans le flot montant au milieu d'une distribution considérable de poignées de main. En s'asseyant à leur place, à droite comme à gauche, les membres se souriaient. Ils avaient un air de famille, des visages également pénétrés du devoir qu'ils venaient remplir là. Un gros homme, sur le dernier banc, à gauche, qui s'était assoupi trop profondément, fut réveillé par son voisin. Et, quand celui-ci lui eut dit quelques mots à l'oreille, il se hâta de se frotter les yeux, il prit une pause convenable. La séance, après s'être traînée dans des questions d'affaires fort ennuyeuses pour ces messieurs, allait prendre un intérêt capital.
Poussés par la foule, M. Kahn et ses deux collègues montèrent jusqu'à leur banc sans en avoir conscience. Ils continuaient à causer en étouffant des rires. M. Larouquette racontait une nouvelle histoire sur la belle Chlorinde. Elle avait eu, un jour, l'étonnante fantaisie de faire tendre sa chambre de draperie noire semée de larmes d'argent et de recevoir là ses intimes, couchés sur son lit, ensevelis dans des couvertures également noires qui ne laissaient passer que le bout de son nez. M. Kahn s'asseyait, lorsqu'il revint brusquement à lui. « Ce Larouquette est idiot avec ses commérages, murmura-t-il. Voilà que j'ai manqué Rougon, maintenant. Et, se tournant vers son voisin d'un air furieux. Dites donc, Béjuin, vous auriez bien pu m'avertir. Rougon, qui venait d'être introduit avec le cérémonial d'usage, était déjà assis entre deux conseillers d'État au banc des commissaires du gouvernement, une sorte de caisse d'acajou énorme installée au bas du bureau à la place même de la tribune supprimée. Il crevait de ses larges épaules son uniforme de drap vert, chargé d'or au collet et aux manches. La face tournée vers la salle, avec sa grosse chevelure grisonnante plantée sur son front carré, il éteignait ses yeux sous d'épaisses paupières toujours à demi baissées. Et son grand nez, ses lèvres taillées en pleine chair, ses joues longues où ses 46 ans ne mettaient pas une ride, avaient une vulgarité rude que transfigurait par éclairs la beauté de la force. Il resta adossé, tranquillement, le menton dans le collet de son habit, sans paraître voir personne, l'air indifférent et un peu las. « Il a son air de tous les jours, » murmura M. Béjuin. Sur les bancs, les députés se penchaient pour voir la mine qu'il faisait. Un chuchotement de remarques discrètes courait d'oreille à oreille. Mais l'entrée de Rougon produisait surtout une vive impression dans les tribunes. Les Charbonnel, pour montrer qu'ils étaient là, allongeaient leurs paires de faces ravies, au risque de tomber. Madame Correur avait eu une légère toux. Sortant un mouchoir qu'elle agita légèrement sous le prétexte de le porter à ses lèvres. Le colonel Joblin s'était redressé, et la jolie Madame Bouchard, redescendue vivement au premier banc, soufflait un peu, en refaisant le nœud de son chapeau, pendant que M. d'Escorail, derrière elle, restait muet, très contrarié. Quant à la belle Chlorinde, elle ne se gêna point. Voyant que Rougon ne levait pas les yeux, elle tapa à petits coups très distincts sa jumelle sur le marbre de la colonne contre laquelle elle s'appuyait, et, comme il ne la regardait toujours pas, elle dit à sa mère, d'une voix si claire que toute la salle l'entendit, « Il boude donc, le gros sournois !» Des députés se tournèrent, avec des sourires. Rougon se décida à donner un regard à la belle Chlorinde. Alors, pendant qu'il lui adressait un imperceptible signe de tête, elle, toute triomphante, battit des mains, se renversa en riant, en parlant haut à sa mère, sans se soucier le moins du monde de tous ces hommes, en bas, qui la dévisageaient. Rougon, lentement, avant de laisser retomber ses paupières, avait fait le tour des tribunes, où son large regard enveloppa à la fois Madame Bouchard, le colonel Joblin, Madame Correur et les Charbonnel. Son visage demeura muet. Il remit son menton dans le collet de son habit, les yeux à demi refermés, en étouffant un léger bâillement. « Je vais toujours lui dire un mot », souffla M. Kahn à l'oreille de M. Béjuin. Mais, comme il se levait, le président qui, depuis un instant, s'assurait que tous les députés étaient bien à leur poste, donna un coup de sonnette magistral. Et, brusquement, un silence profond régna. Un monsieur blond était debout au premier banc, un banc de marbre jaune à tablette de marbre blanc. Il tenait à la main un grand papier qu'il couvait des yeux tout en parlant. « J'ai l'honneur, dit-il d'une voix chantante, de déposer un rapport sur le projet de loi portant ouverture au ministère d'État sur l'exercice 1856 d'un crédit de 400 000 francs pour les dépenses de la cérémonie et des fêtes du baptême du prince impérial. » Et il faisait mine d'aller déposer le rapport d'un pas ralenti lorsque tous les députés, avec un ensemble parfait, crièrent « La lecture ! La lecture !» Le rapporteur attendit que le président eût décidé que la lecture aurait lieu,
et il commença d'un ton presque attendri. « Messieurs, le projet de loi qui nous est présenté est de ceux qui font paraître trop lentes les formes ordinaires du vote, en ce qu'elles retardent l'élan spontané du corps législatif. » « Très bien, lancèrent plusieurs membres. Dans les familles les plus humbles, continua le rapporteur en modulant chaque mot, la naissance d'un fils, d'un héritier, avec toutes les idées de transmission qui se rattachent à ce titre, est un sujet de si douce allégresse que les épreuves du passé s'oublient et que l'espoir seul plane sur le berceau du nouveau-né. Mais que dire de cette fête du foyer quand elle est en même temps celle d'une grande nation, et qu'elle est aussi un événement européen? Alors, ce fut un ravissement. Ce morceau de rhétorique fit pâmer la chambre. Rougon, qui semblait dormir, ne voyait devant lui, sur les gradins, que des visages épanouis. Certains députés exagéraient leur attention, les mains aux oreilles, pour ne rien perdre de cette prose soignée. Le rapporteur, après une courte pause, haussait la voix. « Ici, messieurs, c'est, en effet, la grande famille française qui convie tous ses membres à exprimer leur joie. Et quelle pompe ne faudrait-il pas, s'il était possible que les manifestations extérieures puissent répondre à la grandeur de ces légitimes espérances. » Et il ménagea une nouvelle pause. « Très bien, crièrent les mêmes voix. « C'est délicatement dit, fit remarquer M. Kahn. N'est-ce pas, Béjoin ? » M. Béjoin dodelinait de la tête, les yeux sur le lustre qui pendait de la baie vitrée, devant le bureau. Il jouissait. Dans les tribunes, la belle Chlorinde, la jumelle braquée, ne perdait pas un jeu de physionomie du rapporteur. Les Charbonnel avaient les yeux humides. Madame Coureur prenait une pose attentive de femme comme il faut, tandis que le colonel approuvait de la tête et que la jolie Madame Bouchard s'abandonnait sur les genoux de M. d'Escorail. Cependant, au bureau, le président, les secrétaires, jusqu'aux huissiers, écoutaient, sans un geste, solennellement. « Le berceau du prince impérial, reprit le rapporteur, est désormais la sécurité pour l'avenir, car, en perpétuant la dynastie que nous avons tous acclamée, il assure la prospérité du pays, son repos dans la stabilité et, par là même, celui du reste de l'Europe. » Quelques chut durent empêcher l'enthousiasme d'éclater à cette image touchante du berceau. À une autre époque, un rejeton de ce sang illustre semblait aussi promis à de grandes destinées, mais les temps n'ont aucune similitude. La paix est le résultat du règne sage et profond dont nous recueillons les fruits, de même que le génie de la guerre dicta ce poème épique qui constitue le premier empire. Salué à sa naissance par le canon, qui, du nord au midi, proclamait le succès de nos armes, le roi de Rome n'eut pas même la fortune de servir sa patrie. Tels furent alors les enseignements de la Providence. « Qu'est-ce qu'il dit donc ? Il s'enfonce, murmura le sceptique M. Larouquette. C'est maladroit, tout ce passage. Il va gâter son morceau. » À la vérité, les députés devenaient inquiets. Pourquoi ce souvenir historique qui gênait leurs ailes ? Certains se mouchèrent. Mais le rapporteur, sentant le froid jeté par sa dernière phrase, eut un sourire. Il haussa la voix. Il poursuivit son antithèse en balançant les mots, certains de son effet. Mais, venu dans un de ces jours solennels où la naissance d'un seul doit être regardée comme le salut de tous, l'enfant de France semble aujourd'hui nous donner, à nous comme aux générations futures, le droit de vivre et de mourir au foyer paternel. Tel est désormais le gage de la clémence divine. Ce fut une chute de phrases exquises. Tous les députés comprirent, et un murmure d'aise passa dans la salle. L'assurance d'une paix éternelle était vraiment douce. Ces messieurs rassurés reprirent leur pose charmée d'hommes politiques faisant une débauche de littérature. Ils avaient des loisirs. L'Europe était à leur maître. L'empereur devenu l'arbitre de l'Europe, continuait le rapporteur avec une ampleur nouvelle, allait signer cette paix généreuse
qui, réunissant les forces productives des nations, est l'alliance des peuples autant que celle des rois, lorsqu'il plut à Dieu de mettre le comble à son bonheur en même temps qu'à sa gloire. N'est-il pas permis de penser que, dès cet instant, il entrevit de nombreuses années prospères en regardant ce berceau où repose, encore si petit, le continuateur de sa grande politique? Très jolie encore, cette image, et cela était certainement permis. Des députés l'affirmaient en hochant doucement la tête. Mais le rapport commençait à paraître un peu long. Beaucoup de membres redevenaient graves. Plusieurs même regardaient les tribunes du coin de l'œil, en gens pratiques qui éprouvaient quelque ennui à se montrer ainsi dans le déshabillé de leur politique. D'autres s'oubliaient, la face terreuse, songeant à leurs affaires, battant de nouveau du bout des doigts l'acajou de leur pupitre. Et, vaguement, dans leur mémoire, passaient d'anciennes séances, d'anciens dévouements qui acclamaient des pouvoirs au berceau. Monsieur Larouquette se tournait fréquemment pour voir l'heure. Quand l'aiguille marqua 3h moins un quart, il eut un geste désespéré. Il manquait un rendez-vous. Côte à côte, Monsieur Kahn et Monsieur Béjoin restaient immobiles, les bras croisés, les paupières clignotantes, passant des grands panneaux de velours vert au bas-relief de marbre blanc que la redingote du président tachait de noir. Et, dans la tribune diplomatique, la belle Chlorinde, la jumelle toujours braquée, s'était remise à examiner longuement Rougon, qui gardait à son banc une attitude superbe de taureau assoupi. Le rapporteur, pourtant, ne se pressait pas, lisait pour lui, avec un mouvement rythmé et béat des épaules. « Ayons donc pleine et entière confiance, et que le corps législatif, dans cette grande et sérieuse occasion, se souvienne de sa parité d'origine avec l'empereur, laquelle lui donne presque un droit de famille de plus qu'aux autres corps de l'État de s'associer aux joies du souverain. Fils, comme lui, du libre vœu du peuple, le corps législatif devient donc, à cette heure, la voix même de la nation pour offrir à l'auguste enfant l'hommage d'un respect inaltérable, d'un dévouement à toute épreuve et de cet amour sans bornes qui fait de la foi politique une religion dont on bénit les devoirs. » Cela devait approcher de la fin, du moment où il était question d'hommage, de religion et de devoir. Les Charbonnel se risquèrent à échanger leurs impressions à voix basse, tandis que Madame Correur étouffait une légère toux dans son mouchoir. Madame Bouchard remonta discrètement au fond de la tribune du Conseil d'État, auprès de Monsieur Jules d'Escorail. En effet, le rapporteur changeant brusquement de voix, descendant du ton solennel au ton familier, bredouilla rapidement. « Nous vous proposons, messieurs, l'adoption pure et simple du projet de loi tel qu'il a été présenté par le Conseil d'État. » Et il s'assit, au milieu d'une grande rumeur. « Très bien, criait toute la salle. Des bravos éclatèrent. Monsieur de Comblaud, dont l'attention souriante ne s'était pas démentie une minute, lança même un « Vive l'empereur !» qui se perdit dans le bruit. Et l'on fit presque une ovation au colonel Joblin, debout au bord de la tribune où il était seul, s'oubliant à applaudir de ses mains sèches, malgré le règlement. Toute l'extase des premières phrases reparaissait avec un débordement nouveau de congratulations. C'était la fin de la corvée. D'un banc à l'autre, on échangeait des mots aimables, pendant qu'un flot d'amis se précipitait vers le rapporteur pour lui serrer énergiquement les deux mains. Puis, dans le brouhaha, un mot domina bientôt. « La délibération ! La délibération !» Le président, debout au bureau, semblait attendre ce cri. Il donna un coup de sonnette, et dans la salle subitement respectueuse, il dit « Messieurs, un grand nombre de membres demandent qu'on passe immédiatement à la délibération. » « Oui, oui !» appuya d'une seule clameur la chambre entière. Et il n'y eut pas de délibération. On vota tout de suite. Les 2 articles du projet de loi, successivement mis aux voix, furent adoptés par assis et levés. À peine le président achevait-il la lecture de l'article que, du haut en bas des gradins, tous les députés se levaient d'un bloc, avec un grand remuement de pieds,
comme soulevés par un élan d'enthousiasme. Puis les urnes circulèrent. Des huissiers passèrent entre les bancs, recueillant les votes dans les boîtes de zinc. Le crédit de 400 000 francs était accordé à l'unanimité de 239 voix. « Voilà de la bonne besogne, » dit naïvement M. Béjoin, qui se mit à rire ensuite, croyant avoir lâché un mot spirituel. « Il est 3 heures passées, moi je file, » murmura M. Larouquette, en passant devant M. Kahn. La salle se vidait, des députés, doucement, gagnaient les portes, semblaient disparaître dans les murs. L'ordre du jour appelait des lois d'intérêt local. Bientôt, il n'y eut plus sur les bancs que les membres de bonne volonté, ceux qui n'avaient sans doute ce jour-là aucune affaire au dehors. Ils continuèrent leur somme interrompue, ils reprirent leur causerie au point où ils l'avaient laissée. Et la séance s'acheva ainsi qu'elle avait commencé, au milieu d'une tranquille indifférence. Même le brouhaha tombait peu à peu, comme si le corps législatif se fût complètement endormi dans un coin de Paris muet. « Dis donc, Béjoin, » demanda M. Kahn, « tâchez à la sortie de faire causer Delestan. Il est venu avec Rougon, il doit savoir quelque chose. »« Tiens, vous avez raison, c'est Delestan, » murmura M. Béjoin en regardant le conseiller d'État assis à la gauche de Rougon. « Je ne les reconnais jamais avec ces diables d'uniforme. »« Moi, je ne m'en vais pas, pour pincer notre grand homme, » ajouta M. Kahn. « Il faut que nous sachions. » Le président mettait aux voix un défilé interminable de projets de loi que l'on votait par assis et levés. Les députés, machinalement, se levaient, se rasseyaient, sans cesser de causer, sans même cesser de dormir. L'ennui devenait tel que les quelques curieux des tribunes s'en allèrent. Seuls, les amis de Rougon restaient. Ils espéraient encore qu'il parlerait. Tout d'un coup, un député avec des favoris corrects d'avoués de province se leva. Cela arrêta net le fonctionnement monotone de la machine à voter. Une vive surprise fit tourner les têtes. « Messieurs, » dit le député, debout à son banc, « je demande à m'expliquer sur les motifs qui m'ont forcé à me séparer, bien malgré moi, de la majorité de la commission. » La voix était si aigre, si drôle, que la belle Chlorinde étouffa un rire dans ses mains. Mais en bas, parmi ces messieurs, l'étonnement grandissait. Qu'était-ce donc ? Pourquoi parlait-il ? Alors, en interrogeant, on finit par savoir que le président venait de mettre en discussion un projet de loi autorisant le département des Pyrénées-Orientales à emprunter 250 000 francs pour la construction d'un palais de justice à Perpignan. L'orateur, un conseiller général du département, parlait contre le projet de loi. Cela parut intéressant. On écouta. Cependant, le député aux favoris corrects procédait avec une prudence extrême. Il avait des phrases pleines de réticence, le long desquelles il envoyait des coups de chapeau à toutes les autorités imaginables. Mais les charges du département étaient lourdes, et il fit un tableau complet de la situation financière des Pyrénées-Orientales. Puis, la nécessité d'un nouveau palais de justice ne lui semblait pas bien démontrée. Il parla ainsi près d'un quart d'heure. Quand il s'assit, il était très ému. Rougon, qui avait haussé les paupières, les laissa retomber lentement. Alors, ce fut le tour du rapporteur, un petit vieux très vif, qui parla d'une voix nette, en homme sûr de son terrain. D'abord, il eut un mot de politesse pour son honorable collègue, avec lequel il avait le regret de n'être pas d'accord. Seulement, le département des Pyrénées-Orientales était loin d'être aussi obéré qu'on voulait bien le dire, et il refit, avec d'autres chiffres, le tableau complet de la situation financière du département. D'ailleurs, la nécessité d'un nouveau palais de justice ne pouvait être niée. Il donna des détails. L'ancien palais se trouvait situé dans un quartier si populeux que le bruit des rues empêchait les juges d'entendre les avocats. En outre, il était trop petit. Ainsi, lorsque les témoins, dans les procès de cour d'assises, étaient très nombreux, ils devaient se tenir sur un palier de l'escalier, ce qui les laissait en butte à des obsessions dangereuses. Le rapporteur termina en lançant comme argument irrésistible que c'était le garde des Sceaux lui-même qui avait provoqué la présentation du projet de loi. Rougon ne bougeait pas, les mains nouées sur les cuisses, la nuque appuyée contre le banc d'acajou.
Depuis que la discussion était ouverte, sa carrure semblait s'alourdir encore, et lentement, comme le premier orateur faisait mine de vouloir répliquer, il souleva son grand corps, sans se mettre debout tout à fait, disant d'une voix pâteuse cette seule phrase. Monsieur le rapporteur a oublié d'ajouter que le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances ont approuvé le projet de loi. Il se laissa retomber. Il s'abandonna de nouveau dans son attitude de taureau assoupi. Parmi les députés, il y avait eu un petit frémissement. L'orateur se rassit en saluant du buste. Et la loi fut votée. Les quelques membres qui suivaient curieusement le débat prirent des mines indifférentes. Rougon avait parlé. D'une tribune à l'autre, le colonel Jobelin échangea un clignement d'yeux avec le ménage Charbonnel, pendant que madame Correur s'apprêtait à quitter la tribune, comme on quitte une loge de théâtre, avant la tombée du rideau, lorsque le héros de la pièce a lancé sa dernière tirade. Déjà, M. d'Escorail et madame Bouchard s'en étaient allés. Chlorinde, debout contre la rampe de velours, dominant la salle de sa taille superbe, se drapait lentement dans un châle de dentelle en promenant un regard autour de l'hémicycle. La pluie ne battait plus les vitres de la baie, mais le ciel restait sombre de quelques gros nuages. Sous la lumière salie, l'acajou des pupitres semblait noir. Une buée d'ombre montait le long des gradins où des crânes chauves de députés gardaient seuls une tache blanche. Et, sur les marbres des soubassements, au-dessous de la pâleur vague des figures allégoriques, le président, les secrétaires et les huissiers, rangés en ligne, mettaient des silhouettes raidies d'ombres chinoises. La séance, dans ce jour brusquement tombé, se noyait. « Bon Dieu, on meurt là-dedans !» dit Chlorinde en poussant sa mère hors de la tribune. Et elle effaroucha les huissiers endormis sur le palier, par la façon étrange dont elle avait roulé son châle autour de ses reins. En bas, dans le vestibule, ces dames rencontrèrent le colonel Jobelin et madame Correur. « Nous l'attendons, dit le colonel. Peut-être sortira-t-il par ici. En tout cas, j'ai fait signe à Kahn et à Béjoin pour qu'ils viennent me donner des nouvelles. » Madame Correur s'était approchée de la comtesse Balby, puis, d'une voix désolée, « Ah, ce serait un grand malheur, dit-elle, sans s'expliquer davantage. Le colonel leva les yeux au ciel. « Des hommes comme Rougon sont nécessaires au pays, reprit-il après un silence. L'empereur commettrait une faute. Et le silence recommença. Chlorinde voulut allonger la tête dans la salle des pas perdus, mais un huissier referma brusquement la porte. Alors elle revint auprès de sa mère, muette sous sa voilette noire. Elle murmura « C'est crevant d'attendre !» Des soldats arrivaient. Le colonel annonça que la séance était finie. En effet, les Charbonnel parurent en haut de l'escalier. Ils descendaient prudemment le long de la rampe, l'un derrière l'autre. Quand M. Charbonnel aperçut le colonel, il lui cria « Il n'en a pas dit long, mais il leur a joliment cloué le bec. »« Les occasions lui manquent, » répondit le colonel à l'oreille du bonhomme, lorsque celui-ci fut près de lui. « Autrement, vous l'entendriez. Il faut qu'il s'échauffe. » Cependant, les soldats avaient formé une double haie de la salle des séances à la galerie de la présidence, ouverte sur le vestibule. Et un cortège parut, pendant que les tambours battaient au champ. En tête marchaient 2 huissiers, vêtus de noir, portant le chapeau à claques sous le bras, la chaîne au cou, l'épée à pommeau d'acier au côté. Puis venait le président, qu'escortaient 2 officiers. Les secrétaires du bureau et le secrétaire général de la présidence suivaient. Quand le président passa devant la belle Chlorinde, il lui sourit en homme du monde, malgré la pompe du cortège. « Ah, vous êtes là, dit M. Kahn, qui accourait effaré. Et bien que la salle des pas perdus fût alors interdite au public, il les fit tous entrer. Il les mena dans l'embrasure d'une des grandes portes-fenêtres qui ouvrent sur le jardin. Il paraissait furibond. « Je l'ai encore manqué, » reprit-il. « Il a filé par la rue de Bourgogne pendant que je le guettais dans la salle du général Foy. Mais ça ne fait rien. Nous allons tout de même savoir. J'ai lancé Béjoin aux trousses de Délestan. »
Et il y eut là une nouvelle attente, pendant 10 bonnes minutes. Les députés sortaient d'un air nonchalant par les 2 grands tambours de drap vert qui masquaient les portes. Certains s'attardaient à allumer un cigare. D'autres, en petits groupes, stationnaient, riant, échangeant des poignées de main. Cependant, Madame Coureur était allée contempler le groupe du Laocoon. Et, tandis que les charbonnels pliaient le cou en arrière pour voir une mouette que la fantaisie bourgeoise du peintre avait peinte sur le cadre d'une fresque, comme envolée du tableau, la belle Chlorinde, debout devant la grande Minerve de bronze, s'intéressait à ses bras et à sa gorge de déesse géante. Dans l'embrasure de la porte-fenêtre, le colonel Joblin et M. Kahn causaient vivement, à voix basse. « Ah, voici Béjoin !» s'écria ce dernier. Tous se rapprochèrent, la face tendue. M. Béjoin respirait fortement. « Eh bien, lui demanda-t-on. « Eh bien, la démission est acceptée. Rougon se retire. » Ce fut un coup de massue. Un gros silence régna. Chlorinde, qui nouait nerveusement un coin de son châle pour occuper ses doigts irrités, vit alors au fond du jardin la jolie Madame Bouchard qui marchait doucement au bras de M. d'Escorail, la tête un peu penchée sur son épaule. Ils étaient descendus avant les autres, ils avaient profité d'une porte ouverte, et, dans ces allées réservées aux méditations graves, sous la dentelle des feuilles nouvelles, ils promenaient leur tendresse. Chlorinde les appela de la main. « Le grand homme se retire, dit-elle à la jeune femme qui souriait. Madame Bouchard lâcha brusquement le bras de son cavalier, toute pâle et sérieuse, pendant que M. Kahn, au milieu du groupe consterné des amis de Rougon, protestait, en levant désespérément les bras au ciel, sans trouver un mot.